Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est disponible sur YouTube et également sur Patreon. Et si vous vous abonnez, ça vous donne des épisodes en avance. Ça vous donne aussi des épisodes bonus et surtout, ça me donne un coup de main pour continuer d'enregistrer au studio, bien entendu. Aujourd'hui, je rencontre Claudia, qui est une physiothérapeute avec une expertise en plancher pelvien? Ou en santé pelvienne. En santé pelvienne. Ouh, j'y suis parvenue. Mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier un partenaire de l'émission, et ça, c'est Floravie. Floravie sont là pour s'occuper de votre santé sexuelle et de votre bien-être intime. Comment? Avec toute une gamme de produits conçus au Canada et hypoallergènes qui sont autant pour les hommes que pour les femmes. Vous pouvez aller découvrir toute leur merveilleuse gamme de produits sur le floravie.com et vous pouvez même utiliser le code promo humain15. Claudia! Oui, bonjour. Allô, merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci beaucoup de m'avoir invitée. Écoute, ça faisait longtemps que je voulais recevoir une physiothérapeute, surtout pour parler de plancher pelvien et de tout ce qui touche, j'ai envie de dire, le bassin, là, mais bon. Et là, parce que je me disais, là, ça va aller dans toutes les directions, on a tellement de questions. J'ai fait un appel à tous sur les réseaux sociaux, ou à toutes, devrais-je plutôt dire, et j'ai ramassé toutes les questions que tout le monde m'a posées. J'espère que tu es prête. Ça va aller dans tous les sens. Oui, mais c'est comme ça que ça arrive dans nos cliniques. Hein? C'est vrai? Nous recevons des patientes et nous discutons de leurs problèmes et de leur vie intime. Et on est très habitués de discuter de ces sujets. Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi ton rôle? À quoi tu sers, mettons? OK, comme clinicienne. Donc, moi, je fais une couple de choses parce que j'enseigne à l'université. J'ai aussi une compagnie d'enseignement pour les physiothérapeutes au travers le Canada. Et aussi, je suis propriétaire et clinicienne d'une clinique de physiothérapie à Laval. Donc, comme clinicienne, les physiothérapeutes qui vont voir les patientes en périnatalité vont voir les patientes qui ont peut-être des problèmes du plancher pelvien, peut-être des problèmes après l'accouchement, peut-être pour prévenir des problèmes. Alors, très, très souvent, nous voyons les patientes avant l'accouchement pour évaluer un peu leur situation physique et pour leur donner des conseils vraiment pratiques et pratico-pratiques. Et par la suite, souvent, on va les voir après l'accouchement pour voir comment ils ont réussi au niveau du plancher pelvien et aussi pour réviser un peu les stratégies que nous avions déjà établies avant l'accouchement. OK. Et tu sais, la physiothérapie, c'est super large comme domaine, là. Il y en a qui c'est pour les athlètes, les blessures sportives, la réadaptation après une opération. Comment tu t'as choisi d'aller en santé pelvienne? Ah, mais moi, l'histoire est un peu longue. C'est juste que on n'a pas beaucoup de temps, là. J'ai rencontré par hasard une neurologue dans un événement dans ma clinique où est-ce que j'étais en charge. Et on n'avait pas du tout encore la rééducation périnéale au Québec ni au Canada. Il y avait une personne seulement à Ottawa qui en faisait déjà pour les problèmes qu'on appelle anorectales. Mais en quelle année? Ça, c'était, ça fait longtemps. Alors, j'essaie de penser. Je pense que c'était l'année 88, 1987 ou 88. Mais c'est pas les années 50 non plus, là? Non. Dans les années 50, on a su qu'il y a des exercices de Kegel qu'on peut faire pour le plancher pelvien, mais pour vraiment traiter les patientes et voir les patientes avec des troubles, ça commençait avec des problèmes urinaires, l'incontinence urinaire chez la femme. Et cette personne que j'avais rencontrée dans un événement, elle venait de faire sa résidence en urologie en France. Et là-bas, les kinésithérapeutes traitaient les problèmes du plancher pelvien. Suite à ça, nous avons discuté longuement et nous avons commencé un projet d'en faire ici au Québec. Et depuis ce temps-là, c'est beaucoup l'Internet aussi, beaucoup la recherche qui est faite. C'est vraiment agrandi et c'est vraiment une spécialité ou bien une expertise de physiothérapie très reconnue maintenant. Mais oui, vraiment, là. Et là, écoute, on va tout de suite plonger dans les questions que j'ai reçues. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est vraiment la sensation de empowerment. Alors, je ne sais pas comment dire en français, mais... Je pense qu'on va l'accepter en anglais. Oui, c'est ça. Alors, c'est que nos patientes, quand elles viennent nous voir, nous donnons beaucoup qu'on appelle éducation, en nous expliquant leur
leur corps, nous expliquons leurs problèmes, nous expliquons le système au niveau urinaire, sexuel et anorectal qui est tout englobé ensemble avec le plancher pelvien. Donc, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est quand la patiente, elle quitte mon bureau avec le grand sourire parce qu'elle comprend qu'est-ce qui va lui arriver et elle réalise qu'elle a des stratégies pour s'aider. Tu l'as dit, c'est beaucoup des femmes là, qui viennent te voir. Ça doit être juste des femmes? Non, nous voyons aussi les hommes et nous voyons aussi les enfants et nous voyons aussi des personnes transgenres aussi. Alors, nous avons vraiment les problèmes du plancher pelvien peuvent affecter vraiment n'importe qui. C'est urinaire, c'est sexuel et c'est anorectal. Alors, exemple, les enfants avec des gros problèmes de constipation ou des problèmes pour aller uriner, des fois, ça peut être indiqué d'avoir la physiothérapie. Les messieurs qui ont une opération de la prostate ou bien les hommes cyclistes qui ont des douleurs pelviennes. Alors, souvent, c'est quand même assez large. Et au niveau des femmes, c'est des femmes de tous les âges. C'est les femmes en périnatalité. C'est beaucoup de femmes qui ont des douleurs lors des relations sexuelles. C'est les femmes qui ont des problèmes de constipation, des problèmes au niveau qu'on appelle anorectal. Donc, on voit les patients dans tout le life cycle, tout le cycle de la vie oui, de la femme. Oui. Puis, mettons que si on parle des femmes qui viennent te voir, là, c'est quoi la question qui te pose tout le temps ou c'est quoi la raison de consultation principale? Mais qu'est-ce qui est plus reconnu et qu'est-ce qui a plus de recherche? C'est vraiment les traitements de l'incontinence urinaire. Donc ça, c'est si on tousse, si on éternue, si on rit, on échappe les gouttes d'urine. Ça, là, c'est genre cette question que j'ai reçue 400 fois quand j'ai demandé « Posez-moi des questions pour une physio ». On peut-tu... Tu sais, c'est souvent après l'accouchement, là, mais il y en a aussi que c'est sans enfant nécessairement. Là. On éternue, on se fait pipi dessus un petit peu. On tousse trop fort, on se fait un petit peu pipi dessus. On rit un petit peu trop, on se fait pipi dessus. Qu'est-ce qui cause ça? Puis comment on peut ne plus que ça arrive? OK. Alors, ça, c'est une bonne question. Les causes, mais une des causes principales, c'est qu'est-ce qu'on appelle le trauma obstétrical. Donc, le fait d'avoir accouché, un accouchement vaginal, c'est normal qu'il va y avoir des dommages ou bien des étirements dans les muscles. Alors, des fois, il y a un genre d'incontinence qu'on peut appeler transitoire, postpartum, qui peut être considéré complètement normal. Mais après que, mettons, 2-3 mois ont passé, si on a encore des problèmes d'incontinence, ça serait vraiment une bonne idée de consulter. Et la raison pour ça, souvent, c'est le dommage qui est fait lors de l'accouchement. Ça peut être aussi, nous voyons beaucoup d'incontinence chez les femmes athlètes. Alors, il y a beaucoup de recherches maintenant qui se penchent sur ce côté-là. On ne sait pas, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de rebonds? Est-ce que c'est parce qu'ils ont trop de pression intra-abdominale quand ils vont sauter? Ou est-ce que c'est parce que le muscle est trop tendu puis ils ne peuvent pas réagir aux besoins du corps? Donc, vraiment, on voit les populations, c'est les femmes athlètes, les périnatalités. Alors, même pendant la grossesse, on peut commencer d'avoir des problèmes à cause de, tu sais, beaucoup plus de fluide dans le corps, beaucoup plus de pression sur la vessie, plein de raisons. Donc, ça peut commencer lors de la grossesse. Mais moi, j'ai un moment en particulier dans ma première grossesse, là, où est-ce que j'étais full malade et je toussais tellement que je me suis fait pipi dans les culottes, mais le frère de mon chum était à la maison aussi. Mais il a été un gentleman. Il a fait comme s'il n'avait pas remarqué, comme s'il n'avait rien vu, puis il m'a laissé aller me changer sans faire de commentaires. À ce jour, 10 ans plus tard, on n'en a jamais reparlé. Ah, c'est ça. Et c'est souvent le cas. Et c'est pour ça que moi, j'ai été dans ce domaine depuis beaucoup d'années et je vois que vraiment, c'est depuis les dernières 15-20 années où est-ce qu'on voit beaucoup plus de personnes qui consultent. Et je pense que c'est parce qu'avant, le monde tenait ça beaucoup en dedans de eux. C'est quelque chose de gênant, on ne veut pas en parler. Mais depuis que l'Internet est là, on peut taper sur l'Internet, on peut aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, on peut s'informer. C'est sûr que toute l'information sur l'Internet n'est pas parfaite, mais moi, je pense que ça fait une bonne chose au niveau du plancher pelvien parce que les personnes maintenant savent qu'elles ne sont pas toutes seules. Ça arrive à d'autres personnes, puis il y a des stratégies, il y a des solutions pour ça. Oui, donc on peut arrêter de se faire pipi dans les culottes. C'est ce que tu me dis. Oui, c'est ça. Et les évidences et les recherches montrent vraiment les bons résultats. Alors ça, c'est quelque chose qui est super encourageant. C'est que si on renforce les muscles du plancher pelvien et si on réalise que ces muscles sont là et on les utilise au bon moment. Alors, exemple, si vous savez comment contracter votre plancher pelvien et vous savez que vous allez éternuer, donc contractez,
avant d'éternuer. Éternuer et ensuite relâcher le plancher pelvien. Alors, ça fait ce qu'on appelle un genre de verrouillage périnéal qui empêche les fuites. Alors, l'idée, c'est de trouver le muscle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas où parce que c'est un peu caché. Après avoir trouvé, il faut le renforcer et aussi, il faut l'utiliser au bon moment. Alors, toutes ces choses-là peuvent aider les problèmes d'incontinence. Puis, on parle beaucoup là, de rééducation après une naissance. Oui. Mais est-ce qu'on peut faire de la prévention? Beaucoup. Et la recherche montre que la prévention, ça vaut vraiment la peine. En faisant des exercices du plancher pelvien avant, on se prépare pour que, après l'accouchement, on commence tout de suite à faire nos exercices. Alors, c'est vraiment une très bonne chose avec les bonnes évidences en arrière de ça. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup nos patientes avant l'accouchement. On regarde, est-ce qu'elles sont capables de contracter le plancher pelvien? On peut les donner un programme d'exercice à faire qui est spécifique pour eux. Puis, en même temps qu'on les voit, on peut leur donner des petits conseils, comment éviter trop de douleur lors des accouchements, comment rester debout le plus longtemps pendant la période de travail pour que le bassin reste assez mobile et pour que vraiment la gravité aide la descente du bébé. Alors, il y a vraiment des bonnes raisons pour lesquelles que même si on a le goût de se coucher pendant le travail, c'est de se promener dans la salle de travail, se promener, bouger le bassin et bouger le plus possible. Puis comment on a moins mal? Tu disais, là, on peut leur donner des trucs pour avoir moins mal. Mais il y a certaines positions qu'on peut leur montrer. Les positions de repos qui aident beaucoup à relâcher toute la région autour du bassin. On peut leur montrer aussi les massages au conjoint, des points de pression où est-ce qu'on peut utiliser avec le conjoint qui peut apprendre. Nous utilisons beaucoup comme un genre de pashmina, comme un genre de le foulard. De foulard, oui. Puis, tu sais, le conjoint ou bien le doula ou bien l'infirmière qui est avec la personne peut aider à supporter le bassin pendant certaines périodes dans le travail. La respiration, alors souvent, quand on a mal, on bloque la respiration, puis ça empire le problème. Donc, on montre comment bien respirer, puis comment réagir quand il y a le travail. Donc, c'est beaucoup de petits trucs comme ça qui peuvent aider. Puis, souvent aussi, c'est les distractions. Hein? Elle va dire, « Oh oui, Claudia m'a dit de faire 6 choses. OK, la 5e chose, on va faire ça. » Alors, pendant ce temps-là, elle pense à d'autres choses, puis sont en train de réorganiser leurs pensées pour pouvoir avoir moins mal. Parce qu'il faut dire que la douleur est beaucoup dans la tête. Hein? C'est sûr qu'on a mal quand on va avoir du travail, mais on a beaucoup de pouvoir avec notre cerveau de contrôler la douleur. Puis, on parlait de prévention, tu sais, que tu vois des femmes enceintes et tout, mais combien de temps avant, mettons, c'est l'idéal d'aller te voir? Ah, ça, c'est une bonne question. Puis, idéal, c'est sûr de l'avoir tout de suite. Dès là. Oui, c'est ça. Nous, par exemple, nous donnons un cours pour les physiothérapeutes au travers du Canada, puis nous invitons une physiothérapeute du Brésil parce qu'en Brésil, les physiothérapeutes vont voir les patientes longtemps avant l'accouchement et vont aller avec les personnes dans la salle d'accouchement. Donc, au Brésil et dans certaines sections, remarquons, au Brésil, que c'est très, très avancé. Donc, la physiothérapeute, ma collègue à Brésil, elle va voir la patiente à peu près 30 fois avant qu'elle va accoucher. Elle la voit beaucoup, presque une fois par semaine. Mais ici, vraiment, le typique et l'idéal, c'est vraiment de la voir au moins 3 fois avant l'accouchement. Donc, si on veut séparer les 3 fois, mettons que la dernière fois, ça serait peut-être à 32 semaines ou 33 semaines, peut-être même 35. Ça va être la dernière fois, puis on peut voir les espacer. J'attends toujours, par exemple, après le premier trimestre. Parce que, dans le fond, dans le premier trimestre, il y a quand même une grande proportion de personnes qui vont perdre le bébé dans le premier trimestre. Donc, on trouve que c'est mieux d'attendre après le premier. Comme ça, de un, la patiente peut vraiment concentrer sur sa santé et pas penser que, peut-être quelque chose que j'ai fait en physio m'a causé ce problème-là. Oui. Donc, nous attendons, moi, j'attends toujours après le premier trimestre pour être sûr que, bon, la grossesse, on est plus sûr que ça va être vraiment, ça va aller jusqu'à terme. Alors moi, je vais aller voir, mettons, souvent à 4 mois, après ça à 6 mois, puis après ça, juste avant l'accouchement. Mais c'est souvent aussi le moment où est-ce que notre corps a plus changé, tu sais, il a pris plus de volume ou, tu sais, ça commence un peu plus à bouger à l'intérieur, j'ai l'impression. Oui, il y a beaucoup de changements hormonaux, puis il faut s'habituer avec ces changements-là. Et après le premier trimestre, tu sais, ça commence un petit peu plus stable. Le milieu trimestre, c'est vraiment la portion le plus stable. Ouais. Et c'est un bon moment de commencer d'apprendre sur le corps, faire des exercices du plancher pelvien et tout ça. Et après, les continuer, parce qu'on n'est pas... Si quelqu'un
sait comment faire les exercices, on peut donner des conseils de travail à la maison. Mais, et après ça, on va dire, bon, avant l'accouchement, quand est-ce que vous voulez venir me voir? Alors, souvent, on va choisir, bon, 35 semaines. Puis, ils reviennent à 35 semaines. On révise toutes les idées. On parle aussi de la césarienne parce qu'il y a quand même, au Canada, il y a 33% des accouchements qui finissent en césarienne. Alors, ça veut dire presque une personne sur 3. Alors, étant donné que c'est une possibilité, nous discutons de ça avec les patients. Puis de quoi vous parlez quand vous parlez de césarienne? Mais c'est parce qu'avec la césarienne, c'est sûr que c'est différent. La récupération est différente. Se lever du lit, il faut qu'on leur montre comment vraiment se lever du lit pour ne pas tirer trop sur la cicatrice. Tousser, éternuer, ça va faire une pression, pas juste dans le périnée, mais aussi au niveau de la cicatrice. On peut montrer comment masser la cicatrice pour que ça ne devienne pas induré et on peut donner des conseils sur ça. Comment lever le bébé, parce qu'étant donné qu'on a une coupure au niveau du ventre, alors c'est difficile. Alors, comment amener le bébé plus proche de nous, différentes positions pour l'allaitement. Alors, il y a plein de petites idées qu'on peut donner pour la césarienne. Et si j'ai une patiente que nous savons qu'elle va avoir une césarienne, c'est sûr que je fais une session juste là-dessus. Pour les autres personnes, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, on va passer quand même un petit 10 minutes si vous êtes intéressé à parler de la césarienne parce que c'est une possibilité. On ne sait jamais. Tout à fait. Et tu as parlé un peu tantôt, là, tu l'as nommé, les exercices de Kegel, les fameux exercices de Kegel. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi exactement? Puis, ça sert-tu pour vrai? Oui, absolument. Alors, dans le fond, je pense qu'une bonne façon de penser, alors si les personnes qui écoutent maintenant, si vous pensez que vous êtes assise, quand on est assise, nous sommes assises sur 2 os. Ça, c'est les os de la fesse, là, les ischions, OK? Alors, si on met une main en dessous de chaque ischion, OK, on sait qu'entre nos 2 mains, c'est le plancher pelvien. Donc, entre ces deux places, alors nous pouvons penser à la peau qui est là et nous pouvons penser comme si on veut soulever la peau puis l'enlever de la chaise. OK. Alors, c'est comme si c'est une légère remontée de la peau vers l'intérieur. Ça, c'est une commande. Moi, je trouve que celui-là, c'est... Oui. Je suis en train de le faire, là. Pour ceux qui ne nous regardent pas sur YouTube, là, juste en audio, je suis en train de le faire. Ben oui, c'est un tout petit mouvement, mais qu'on sent bien, là. Oui, exactement. Et c'est mieux de commencer avec un tout petit mouvement parce que si on commence trop fort, on utilise des compensations. On va utiliser trop les abdominaux, on va utiliser les fessiers, peut-être les adducteurs. Alors, si on fait vraiment un petit mouvement comme ça, on peut trouver le muscle, on peut le remonter. Puis, une fois qu'on est sûr, ah oui, c'est ça que je fais, là, on peut aller plus fort. Si jamais on sent pas ça, alors il y a d'autres commandes. On peut dire essayer de retenir un gaz. Essayez, comme si vous allez uriner, essayez de voir qu'est-ce que vous faites pour l'arrêter. Alors, même si c'est pas un bon exercice, des fois, on peut dire à une patiente, mais la prochaine fois que vous allez uriner, essayez d'arrêter, voir c'est quoi le muscle que vous travaillez. C'est pas un exercice à faire, mais c'est une façon de trouver ton muscle du plancher pelvien. On peut même regarder avec un miroir. Alors, si on se regarde avec le miroir, la petite peau qu'on trouve entre la vulve et l'anus, ça s'appelle le périnée. Alors, le tendon central périnéal. Alors, on peut essayer de voir si ça bouge. Alors, ça peut bouger vers le haut, mettons vers la tête si on fait une bonne contraction. Autres personnes, quand elles vont contracter, vont voir vraiment les lèvres bouger un peu. Alors, des fois, avec un miroir, on peut voir est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge. Puis, il ne faut pas que ce soit les jambes et il ne faut pas que ce soit les fesses. Ah oui, OK. C'est vraiment entre les jambes qu'il faut que ça bouge. Oui, exactement. Et là, je vais poser les questions. Comment... Ah oui, j'avais envie de parler de la... je suis même pas sûre comment on dit ça. Symphyse pubienne? Oui. OK, j'aurais bien dit. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Oui, je peux, mais je ne sais pas si je peux vous montrer, même avec mon bassin. Je ne sais pas si ça aide les personnes qui oui, écoutent. mais oui, celles qui nous écoutent en audio, venez sur YouTube. T'as un bassin, oui. Oui, mais c'est vraiment la symphyse pubienne. C'est vraiment la place parce que le bassin est fait de 2 côtés, une à gauche, une à droite. Alors, c'est où est-ce que les 2 portions du bassin se rejoignent dans le milieu. Et la symphyse, c'est vraiment l'articulation, mettons. Alors, qu'est-ce qui arrive lors d'une grossesse? Nous avons des hormones qui circulent dans notre corps pour relâcher un peu le bassin. Parce qu'il faut que le bassin devienne un petit peu plus large pour pouvoir, premièrement,
tenir le bébé, mais aussi pour pouvoir permettre le passage du bébé. Ouais. Donc, c'est pour ça que les os doivent être capables de bouger. Donc, qu'est-ce qui arrive? On a des hormones qui relaxent un peu la symphyse et qui relaxent qu'est-ce qu'on appelle le sacro-iliaque, c'est entre le sacrum et les iliums. Alors, qu'est-ce qui arrive chez certaines personnes, c'est une sensation qu'on a instabilité, hein? Et surtout quelqu'un qui est déjà hyper flexible avant l'accouchement, ça va peut-être paraître plus après, ou est-ce qu'elle va se lever debout puis elle va sentir comme un genre de mouvement en avant dans le pubis. Puis normalement, on ne sent pas ça parce que l'articulation est très solide. Mais avec les hormones qui circulent dans le corps, ça devient plus malléable et ça bouge plus. Alors, on va sentir, oups, ça bouge. Puis c'est vraiment une sensation qu'on n'est pas habitué. Oui. Puis est-ce que c'est douloureux? Ça peut être douloureux. Si admettons, quelqu'un... c'est beaucoup douloureux si on est debout sur une jambe, parce que quand on a tout notre poids sur une jambe, alors mettons monter les escaliers, sortir de la voiture, des fois sortir du lit si on sort juste en pesant sur une jambe. Alors habituellement, c'est quand on utilise une jambe par rapport, tu sais, et pas les deux en même temps. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme un genre de sensation de mouvement. Puis qu'est-ce qui arrive? Étant donné que c'est pas habituel, automatiquement, on veut se protéger, donc on tend nos muscles pour que ça bouge pas. Et tout ça, ça peut faire des douleurs. Puis, est-ce que si on a fait, par exemple, une symphyse pubienne à une première grossesse, on va automatiquement en faire une à la deuxième? Pas nécessairement, mais si on était porté de le faire au premier, on est pas. Souvent, c'est dans la génétique, hein, c'est dans la qualité de notre collagène. Alors, c'est quelque chose qu'on peut pas nécessairement éviter. Mais si c'est quelqu'un d'autre, mettons quelqu'un qui faisait un sport où est-ce qu'elle était souvent pesée sur une jambe, mettons quelqu'un qui joue au basketball ou quelqu'un qui fait des sports de contact. Alors, si elle arrive avant pour le deuxième accouchement d'arrêter de faire des sports où est-ce qu'on y a beaucoup de unilatéralité, même la course, quelqu'un qui court parce qu'on a tout notre poids sur une jambe, tout notre poids sur l'autre. Alors, quelqu'un qui a eu ça dans la première grossesse, elle peut peut-être éviter certains sports et faire des sports qui sont plus bilatérales et moins unilatérales. Et elle peut éviter d'avoir des problèmes, mais ça dépend. Oui, c'est ça. C'est vraiment du cas par cas, dans le fond. Puis, est-ce qu'on peut se préparer pour pas avoir de symphyse pubienne? Oui. Alors, dans le fond, c'est là où est-ce qu'on peut aller voir une physiothérapeute parce qu'en physiothérapie, on a des exercices spécifiques où est-ce qu'on peut vous montrer comment renforcer les muscles qui stabilisent le corps et qui stabilisent le bassin. Alors, et on peut aussi montrer des façons de se lever, des façons de bouger qui vont moins faire cet étirement. Et aussi, si on comprend qu'est-ce qui arrive, on est capable de se préparer avec des stratégies. Puis quand on a moins peur, la douleur est moins forte. Et ça, c'est pas pour dire que la douleur c'est psychologique, mais c'est que la douleur est dans la tête. Alors, le plus qu'on a peur de quelque chose, le plus que ça fait mal. Puis ça, c'est prouvé par la recherche. Ah, OK. Bon. Donc, on peut se préparer pour n'importe quoi, dans le fond. Oui, c'est ça, exactement. Prochaine question. Claudia, c'est très bon. Tu t'en sors très bien. Oui, OK. Ça, je t'avoue, c'est une question qui est revenue souvent aussi sur les sondes qu'on peut utiliser. Moi, je t'avoue que je n'étais même pas familière. Je ne savais même pas que c'était quelque chose qui existait. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une sonde puis à quoi ça sert? Et là, ma question ici, c'était est-ce que tu recommandes celle achetée sur le web? Ah, bon, OK, c'est une bonne question parce que le mot sonde, ça peut être utilisé pour beaucoup de choses, OK? Donc, souvent, après un accouchement, nous avons une sonde qui est dans la vessie. Alors, je ne pense pas que c'est de ça que vous parlez. Ça, c'est une sonde urinaire. Ah oui. Alors, une sonde urinaire, ça va dans l'urètre et des fois, on va voir ça, on va se réveiller ou bien après un accouchement, on va avoir une sonde qui va nous permettre de vider la vessie comme il faut. Alors, des fois, il y a une sonde après l'accouchement et même des fois, il y a des médecins qui vont mettre une sonde pendant l'accouchement pour être sûr que la vessie reste vide. Alors, je ne pense pas que c'est de ça que vous parlez. Bien, je sais pas, mais je pense pas non plus. OK. Une autre chose qu'on utilise le mot sonde, c'est qu'en physiothérapie, des fois, on fait ce qu'on appelle le biofeedback ou bien la stimulation électrique. On peut faire une ou l'autre. Et pour faire ça, nous utilisons une électrode vaginale et souvent, nous utilisons le mot sonde pour ça. Alors, c'est peut-être ça. Donc, après ou bien avant l'accouchement, si on veut apprendre comment travailler bien les muscles du plancher pelvien, la physiothérapeute peut vous montrer. Mais si elle a un appareil biofeedback, elle peut mettre une sonde ou bien une électrode vaginale dans le vagin
Et vous pouvez voir sur l'écran quand vous serrez, quand vous relâchez, quand vous serrez, quand vous relâchez. Ou bien, elle peut appliquer un courant électrique sur la sonde et ça peut vous faire contracter votre muscle. Alors, c'est vraiment automatique avec un courant électrique. J'ai déjà eu ça en physiothérapie pour ma jambe. Ah bon? Parce que j'ai eu une opération pour un ligament. Fait qu'après, pour renforcer la jambe et tout, ils me mettaient ça, puis ça fait bouger ta jambe, que tu le veuilles ou non, là. Exactement. C'est vraiment malgré vous. Mais souvent, comme quelqu'un va vraiment pas avoir une idée comment contracter, donc si nous faisons contracter pour elle, elle va dire « Ah, c'est ça », puis elle va réaliser la contraction. Puis on peut la faire contracter avec le courant, et là, elle va apprendre plus comment contracter. Donc, si elle est vendue sur Internet, non, mais il y a un autre mot, parce que des fois, peut-être la sonde, parce que des fois, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les dilatateurs ou bien des accommodateurs avec les patientes. Et ça, c'est comme des genres de... le mot, c'est godemiché. Oui, en français. Okay? Alors, ça, c'est pour les femmes. Mettons qu'une femme, elle a peur d'avoir des relations, mettons, après l'accouchement. Vous avez accouché, et là, ça fait 6 semaines, puis là, vous dites, bon, j'aimerais bien, mais j'ai peur parce que j'ai une déchirure et j'ai peur que mon vagin ne s'étire pas assez bien. Oui. Donc, on peut utiliser les dilatateurs ou bien les accommodateurs ou bien, des fois, on appelle ça des sondes. Alors, c'est pour ça que ça dépend de quoi qu'on parle de sonde. Il y a plusieurs termes. D'ailleurs, j'en profite là, pour le dire, mais si vous allez sur le site de Floravie, il y en a pour vous aider dans vos exercices et tout. Donc, voilà. Tout à fait. Oui. Humain 15, je vous le dis de même. Est-ce que... une question là, que je trouve excessivement bonne, mais est-ce que les changements hormonaux comme ceux liés à la ménopause peuvent affecter la santé pelvienne? Ah oui, beaucoup. Donc, on peut dire que nos populations que nous allons voir, ça va être les femmes en périnatalité, et les femmes en périménopause aussi. Parce qu'avec la ménopause, on perd de l'estrogène. Puis l'estrogène est très important pour la fermeture de l'urètre et pour la contractilité des muscles et pour le support au niveau de l'élasticité et tout. Alors, l'estrogène est très important. Donc, nous allons voir les patientes avant la ménopause, quand elles sont en périménopause, ou est-ce qu'elles vont réaliser qu'ils ont des problèmes plus d'infection urinaire, des fois, des problèmes d'incontinence. Donc, nous, on va les voir pour essayer de leur faire renforcer les muscles parce que les renforcer davantage. Et des fois, on va suggérer qu'elles voient le médecin pour avoir des traitements hormonaux qui peuvent aider. Alors, ça peut être un traitement systémique, mais qu'est-ce qu'on voit qui aide beaucoup, c'est des traitements locaux au niveau du vagin. Donc, ça peut être une crème, ça peut être une petite pilule, mais ça, c'est vraiment l'expertise de son médecin. Mais nous pouvons en profiter en discutant avec la patiente, en voyant son âge, puis en réalisant que le problème commence maintenant. On peut faire le lien puis dire, écoutez, peut-être ce serait une bonne idée d'en discuter avec votre médecin, voir si une assistance hormonale peut être quelque chose que vous pouvez profiter. Tu vois, j'aurais jamais pensé que la ménopause, périménopause peut jouer là-dessus. Moi, dans ma tête, la santé pelvienne, c'est tellement juste relié à l'accouchement. Là. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que tu sois là pour nous parler de toutes les options puis de toutes les possibilités. Oui, vraiment, les femmes en périnatalité, c'est une portion de notre clientèle, mais quand même une grande portion de notre clientèle. Est-ce que si on a déchiré à un accouchement, ça veut automatiquement dire qu'on va redéchirer à un autre accouchement? Et deuxième volet de la question, comment on peut se préparer pour éviter de déchirer ou du moins de moins déchirer? Ah oui, OK, ça c'est une grande... Oui, grosse question, là. Question. OK, donc dans les accouchements, dans les accouchements vaginaux, on peut dire à peu près la moitié des personnes vont avoir une déchirure. Mais on peut avoir une déchirure du 1er, 2e, 3e ou 4e degré. Une déchirure du 1er degré, c'est presque juste dans la peau. On peut faire des petits points, c'est correct. 2e degré, c'est dans la peau, puis ça commence à aller dans le muscle aussi. 3e degré, ça va jusqu'à l'anus. Et 4e degré, ça va jusqu'à l'anus, puis ça monte en haut au niveau du rectum. Mais il y a juste 4 à 6 % des personnes qui ont ces deux derniers-là. La plupart des personnes, ils vont s'en sortir avec des petits. Puis il y a beaucoup de femmes qui n'ont même pas de déchirures. Et le problème, quand c'est 3e et 4e degré en arrière, c'est des problèmes d'incontinence anale, des problèmes de... Et quand on parle d'incontinence anale, ça peut commencer avec des flatulences. Bon, on s'échappe puis on ne réalise pas. Puis ça, c'est quelque chose que souvent, après l'accouchement, c'est correct. Mais c'est lors de la ménopause que
on voit le problème. Donc, on veut faire beaucoup la prévention. Puis maintenant, les guides de pratique pour les gynécologues disent que si une de leurs patientes elle a une déchirure de 3e ou 4e degré, envoyez-la en physiothérapie pour la prévention des problèmes qui vont souvent apparaître plus tard. Ouais. Et comment... Parce que là, tu disais, c'est vraiment pas tout le monde là, qui déchire. C'est pas tout le monde qui se rend au 3-4e degré. On va rassurer. Oui, c'est ça. Tout de suite. Mais est-ce qu'on peut prévenir ou du moins faire des exercices ou des trucs pour que ça nous... On ait moins de chances que ça nous arrive? Oui, mais c'est ça. Alors, c'est difficile de faire la recherche sur ça, mais il y a parce qu'on essaie toujours de se baser sur la recherche, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites parce que c'est convention et on pense et nos mères, ils ont dit ça. Mais vraiment, c'est important qu'on regarde au niveau de la recherche. Mais la recherche, ils ont fait quelques preuves, OK? Une, c'est les compresses chaudes. Alors, si lors de votre travail, vous avez des compresses chaudes sur le périnée et que vous faites des petits étirements au niveau de l'entrée vaginale vers le bas, comme on appelle ça la fourchette. Alors, vous pouvez avoir l'infirmière qui le fait, votre conjoint qui le fait, votre doula qui le fait. Vous pouvez le faire vous-même aussi si vous êtes assez habile. Alors, ça, c'est prouvé qu'on met des compresses d'eau chaude. Alors, le tissu va être plus malléable tandis que c'est chaud, puis on fait des petits étirements. Puis ça, c'est prouvé. Alors, ça, c'est une chose qui est prouvée. Une chose qui est peu controversée, il y a eu des preuves là-dessus, mais là, il y a une autre recherche qui est sortie. Donc, il faut vraiment en parler avec votre médecin. C'est une technique qu'on appelle hands-on technique. Ça veut dire que quand la tête du bébé se présente, le médecin va la ralentir un petit peu et va faire une contre-pression sur le périnée avec l'autre main. Alors ça, comme je vous dis, c'est un peu controversé. Alors pendant un certain temps, on croyait beaucoup que oui, c'était prouvé, mais il y a eu d'autres recherches qui ont sorti. Donc, je pense que la meilleure chose, c'est discuter avec votre médecin puis voir qu'est-ce que lui il fait et ça. Une autre chose, on sait que si vous avez quelqu'un qui vous supporte pendant l'accouchement, pendant le travail, ça aide. Alors, moi, je vais utiliser l'exemple de mon mari. Mon mari était là pendant mon accouchement. Il était là, mais il ne savait pas quoi faire pour lui. Alors, quand on a su que j'étais pour avoir une césarienne, j'ai vu le relief sur sa figure. Il était comme « oh, phew », tu sais. Alors, c'était pas la personne pour m'aider, mais j'étais contente qu'il soit là, mais il m'a pas supporté. Qu'est-ce qui m'a supporté? C'était une fois de temps en temps, une fois par heure. Il y avait une infirmière qui venait, puis elle faisait un massage dans mon dos. Puis c'était comme un ange qui est venu du ciel, honnêtement. Alors ça, j'ai réalisé que, oh oui, j'aimerais ça qu'elle soit là tout le temps, mais elle ne pouvait pas être là. Alors, fait que dans le fond, on parle de support, pas du support comme tantôt là, avec le foulard, là, vraiment un support psychologique, j'ai envie de dire. Oui, psychologique, quelqu'un qui est avec vous, qui vous comprend et qui peut aussi être votre porte-parole entre vous et les personnes médicales aussi. Si vous ne comprenez pas quelque chose, elle peut se le faire expliquer puis vous l'expliquer. Mais ça, c'est prouvé que ça peut diminuer le temps de travail. Parce qu'on est moins stressé, on est moins tendu. Oui, probablement. Et l'effet qu'on est capable de faire des choses qu'il faut faire. Alors, souvent, les personnes, parce que ça, cette recherche que je parle, c'était faite au Brésil. OK, bon, regarde. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est ils ont vu que les personnes qui avaient été avec une physiothérapeute pendant un certain temps, mais ils ont aussi étudié au niveau de juste quelqu'un de support. Ça, c'est d'autres recherches qui ont montré ça. Quelqu'un qui est là pour vous. Alors, c'est pour ça que moi, moi, j'ai juste un enfant, mais je me dis que si jamais j'avais un autre accouchement, j'aurais mon mari, il serait là, oui, merci beaucoup. Mais j'aurais aussi un doula, j'aurais quelqu'un qui pourrait être là pour être mon avocat. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot. Oui, ça se dit. Et qui peut vraiment me supporter et m'aider. Et ça, c'est prouvé. Donc, moi, je parlerais des compresses eau chaude, peut-être la compression, les massages périnéales qui peuvent être faits pendant le travail et aussi l'effet d'avoir quelqu'un avec vous. Alors, ça, c'est vraiment des choses qui sont prouvées. Okay. On sait aussi que si on fait le travail debout le plus possible, ça aussi, ça peut ralentir le temps de travail. Alors, si vous restez au lit, ça fait du bien, correct, mais c'est entre les contractions, aller marcher, bouger. Ouais. Quand on a accouché, là, puis qu'on prend la physiothérapie, justement, pour faire une rééducation, est-ce qu'il y a un moment idéal pour avoir des résultats optimaux? Ah oui, OK. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai des bonnes questions. Hein? Oui, mais habituellement, il y a tellement de changements après l'accouchement dans les premiers 4 à 6 semaines que moi, personnellement,
je veux pas voir mes patientes avant 6 semaines. Parce que ça va changer de toute façon. Alors, qu'est-ce que je vais voir dans les premières 6 semaines? Ça va être complètement changé quand je la vois même juste à 8 semaines. Donc, habituellement, à 6 semaines, c'est 6 ou un peu plus. Même, je dis des fois 7, 8 semaines, venez me voir. Et après ça, elles peuvent commencer d'avoir... Mais s'ils ont fait la prévention, ils vont voir des changements tout de suite. Alors, tout dépend de ça. Mais si elle a accouché, puis elle a dit, OK, je vais aller voir une physiothérapeute, elle peut voir tout de suite parce que dans le fond, dans l'éducation, on va leur montrer comment avoir moins mal au dos avec l'allaitement, comment avoir moins mal au dos en soulevant le bébé, tu sais, comment commencer des exercices du plancher pelvien, comment ne pas avoir peur pour commencer des relations, comment vous préparer pour ça, comment aussi, il y a beaucoup de femmes qui ont des constipations après parce qu'admettons que vous avez eu une déchirure ou bien une coupure. Non, mais le cauchemar, là, tu veux pas aller aux toilettes après ça, là. Exactement. Donc, il y a des trucs, on a des trucs, on parle d'une contre-pression, on parle de boire beaucoup d'eau, manger des fibres, avoir des selles qui sont, même des médicaments des fois pour les selles qui sont mais plus mal. beaucoup de femmes se font prescrire des laxatifs, là, des laxatifs doux, on s'entend, là, mais après que tu aies accouché, justement, pour éviter que ça travaille, là. C'est ça. Puis différentes positions, parce qu'on sait que si on met les pieds sur un petit banc, vous avez peut-être entendu parler du squatty potty. Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est très bon, très, très bon, parce que ça aide la mécanique pour aider à aller à la toilette sans forcer. Essayer de ne pas forcer pour aller à la toilette, ça, c'est très important. Puis des fois, on peut même faire une contre-pression. Tu sais, on peut, si on a eu une déchirure, mettons au niveau de la vulve, on peut se tenir ici, en avant, quand on va aller à la selle, pour empêcher que ça pousse dans nos cicatrices. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut apprendre. Wow, mais plus je t'entends parler, plus je me dis qu'une physiothérapeute, ça devrait être un service essentiel quand on a un bébé, là. Oui, mais c'est drôle que vous dites parce qu'on sait qu'en France, ils ont 8, je pense que c'est 6 ou 8 visites, ou bien avec une kinésithérapeute ou bien avec une sage-femme, payé par le gouvernement postpartum. Mais tout dernièrement, il y a le comité qui s'appelle le INES, Institut national pour l'excellence en santé sociale. Alors, ils se sont penchés sur justement ces questions-là, le plancher pelvien, qu'est-ce qui devrait être disponible. Puis, ils ont sorti un papier en disant que toutes les femmes devraient avoir accès à ça. C'est juste de savoir maintenant comment on fait ça. Ça, c'est une drôle de question, puis je vais la lire comme elle a été posée, là. D'accord, je suis prête. Comment on fait pour être plus tight après un accouchement? Ah, OK. Ça, c'est une bonne question. Ben, c'est une bonne question. C'est toutes des bonnes questions qu'on a souvent, ces questions. Mais oui, puis j'ai l'impression que ça parle peut-être, tu sais, au niveau sexuel, là, mais peut-être que j'interprète la question, mais parce que ça arrive, là, des fois qu'après l'accouchement, on n'a plus les mêmes sensations. Oui, tout à fait. Donc, ça prend probablement 6 à 8 semaines avant vraiment que le vagin commence à vraiment prendre pas mal sa forme. S'il y a eu des déchirures musculaires, on peut renforcer les muscles pour les rendre plus capables de travailler. Et aussi, on peut faire des différentes sortes d'exercices qui rendent les muscles plus toniques. Parce qu'il y a deux choses. Une, c'est la force. Alors, pendant les relations, admettons que si vous réalisez que vous êtes moins tight, vous pouvez contracter votre muscle pendant les relations sexuelles avec pénétration et vous allez sentir plus et votre partenaire va sentir plus. Donc, il y a qu'est-ce qu'on appelle la force et l'active, la contraction active. Mais il y a d'autres exercices qu'on peut faire. On peut s'entraîner le muscle pour avoir un meilleur tonus, pour que ça soit de base un petit peu plus serré. Et ça, c'est des exercices qu'on appelle, qui sont plus posturales. Donc, au lieu de travailler fort pour la force, on travaille un petit peu moins fort, mais on tient longtemps. Et comme ça, on est capable de regagner une certaine tonus. Mais ça prend du temps. Pour entraîner le tonus, ça prend un minimum 3 mois. Oh! Oui, et ça, je parle même pas postpartum, je parle juste en général. Si quelqu'un a une diminution de tonus, ça prend au moins 3 mois pour le regagner. Tandis que la force, on est capable de le prendre vite. Alors, vous pouvez, si vous avez ce problème-là, vous pouvez commencer en renforçant votre plancher pelvien, utiliser la contraction et différentes positions aussi lors des relations qui vont rendre le conduit un petit peu plus serré et vous allez avoir plus de plaisir et votre conjoint aussi. Et après, si pendant ce temps-là, vous entraînez l'endurance et vous entraînez le tonus, là, vous allez éventuellement en avoir une meilleure tenue. Mais fait que dans le fond, là, peu importe c'est quoi le problème, c'est de faire des exercices, là.
Oui. C'est Donc, vraiment... oui, mais des fois, le problème, c'est que le muscle est trop tendu. Admettons que vous avez eu une déchirure et là, maintenant, vous avez peur d'aller aux toilettes parce que vous avez peur de cette déchirure. Donc, vous allez serrer le muscle davantage. Vous allez dire, oui, je veux aller à la selle, mais je ne veux pas vraiment. Alors, votre muscle va dire non, vous allez dire oui. Alors, votre muscle va rester un petit peu en protection. Et ça, des fois, c'est un problème. Et après ça, quand vous essayez d'avoir des relations ou vous allez peut-être avoir mal parce que votre muscle, vous avez peur et le muscle est plus tendu. Donc, il faut aussi apprendre à relâcher le muscle. Donc, oui. Ouais. Mais moi, j'avais une amie qui était danseuse, là, une danseuse, je veux dire ballet jazz, mais c'est sûrement pas du ballet jazz. Là. Mais elle avait beaucoup de douleurs dans ses relations sexuelles parce que, justement, elle était serrée, elle était tout coincée à cause de la danse. Oui, c'est ça, parce que on sait que le plancher pelvien, c'est un des muscles qui stabilise le corps. Donc, si on est debout sur une jambe, le plancher pelvien doit travailler. Alors, si on fait la danse, si on fait la gymnastique, si on fait n'importe quel sport qui est plus athlétique, notre muscle du plancher pelvien doit travailler très fort. Chez certaines personnes, c'est possible, mais c'est pas tout à fait prouvé encore, ou on ne sait pas vraiment, mais il y a certaines parmi nous qui croient que les athlètes et les personnes qui sont plus sportives, ils ont peut-être pas appris comment relâcher les muscles parce qu'on voit qu'ils ont des constipations, les douleurs lors des relations et des fois les difficultés pour aller uriner. Ou bien les fuites urinaires à la saut parce que le muscle doit être capable de contracter quand on saute. Mais si le muscle est déjà tendu, il n'est pas capable de réagir comme il faut. Est-ce que tu as des trucs pour soulager l'endométriose? Ah, il y a beaucoup de recherches sur ça. Donc, dans le fond, on ne peut pas traiter l'endométriose, mais on peut souvent soulager les symptômes de l'endométriose. Qu'est-ce qui arrive quand on a mal dans les organes? Une chose, ça peut être la tension. On a beaucoup de tension parce que ça fait mal, donc notre ventre va se tendre, on va pas vouloir bouger. Donc, des fois, en dégageant les tensions musculaires, ça peut aider l'endométriose. Aussi, qu'est-ce qu'on voit avec l'endométriose, avec les lésions d'endométriose? Ça occasionne à l'intérieur du corps, il y a moins de mobilité entre les structures. Alors, on peut avoir des lésions d'endométriose qui sont installées entre l'utérus et le rectum. Alors, ces personnes-là, quand elles vont vouloir aller aux toilettes, ça va faire mal parce que ça tire. Alors, dans le fond, dans le corps, il faut que tous nos organes soient capables de bouger et de réagir. Tu sais, le rectum va remplir, va se vider. La vessie va se remplir, ça va se vider. L'utérus aussi. Alors, tous ces organes, c'est très dynamique. Alors, il faut que ça bouge. Alors, veut pas, quand on a un événement qui se passe physiologique dans notre corps, il faut que le reste de notre corps soit capable de bouger. Puis l'endométriose, c'est des lésions qui occupent de l'espace. Donc, il y a moins d'espace pour que tout bouge. Alors, des fois, juste en faisant des massages internes au niveau des muscles aussi, puis en étirant un peu sur les structures, ça peut aider pour l'endométriose. Puis aussi, il y a beaucoup sur ce qu'on appelle Pain Neuroscience Education, l'éducation sur la douleur. Comme j'ai mentionné déjà, la réaction que nous avons peut beaucoup influencer notre sensation de douleur. Alors, avec l'endométriose, au lieu de dire « Oh non, mon mois s'en vient », parce que souvent, c'est cyclique, hein? Au lieu de dire « Oh non, dans 2 jours, je vais avoir mal », on leur enseigne et dit « Bon, dans 2 jours, les menstruations viennent, donc il faut que vous soyez mobile, il faut que vous bougez, il faut que vous marchez, faites des massages, il faut que vous respirez. » On montre comment la respiration, ça peut aider, on appelle ça l'enceinte manométrique abdominale. Alors, toutes ces stratégies-là. Alors, si la patiente, elle est munie avec des stratégies contre la douleur, elle a moins peur. Alors, de un, elle va avoir moins mal parce qu'elle a moins peur, mais les stratégies vont diminuer sa douleur. Mais on ne traite pas comme l'endométriose comme telle. Nous, on ne peut pas rien à faire pour ça. Mais la mobilité, les réactions, tout ça, ça peut influencer beaucoup. Puis maintenant, il y a plus de recherche là-dessus. Est-ce que c'est vrai que faire pipi dans la douche, c'est pas bon? Non. Bon, ben tu vois, problème réglé. Prochaine question. Mais ça dépend si on assure que la douche continue après pour nettoyer oui, pendant que la douche roule, là, pas juste dans une douche éteinte. Mais peut-être, il y a certaines personnes, par exemple, qui, quand ils vont mettre leurs pieds dans la douche, ils vont faire pipi automatique. Alors ça, c'est un réflexe parce que le nerf qui va énerver le dessus des pieds, il s'en va dans la même place que le nerf qui énerve le plancher pelvien. On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. On a beaucoup de théories, mais ça arrive chez certaines personnes. Aussitôt qu'on embarque dans la douche, oups, le pipi va sortir. Mais c'est pas grave si ça n'arrive pas dans d'autres moments et on ne sait pas vraiment pourquoi ça arrive. Mais c'est peut-être plus ça la question. Est-ce que c'est récupérable une béance vaginale?
Est-ce que tu peux nous expliquer en premier c'est quoi une béance vaginale et ensuite si c'est récupérable? OK, parfait. Alors, si on regarde le vagin, alors si quelqu'un est en la position chez le gynécologue, puis on regarde vraiment le vagin, ça devrait être fermé. On ne devrait pas être capable de voir dans le vagin. Il y a certaines personnes qui ont une béance. Ça veut dire que quand on va les regarder, hop, on voit vraiment l'orifice et on est capable de voir dans le vagin. Ça, c'est une béance vaginale. Il y a certaines personnes qui l'ont. Souvent, on va le voir après l'accouchement. Alors, souvent, si je vais voir une patiente trop vite, trop tôt, je vais voir la béance. C'est encore là. Okay? Alors là, je vais dire, oh, elle a une béance. Mais si je la vois 2 mois plus tard, ça se résout très souvent. Donc, on a des exercices qu'on utilise pour travailler la béance. Il y a une recherche qui a été faite par un Belge qui dit qu'avec les exercices, on peut diminuer la béance, mais c'est pas tout à fait prouvé, mais ça vaut la peine d'essayer. Alors, on a des trucs, comment travailler les muscles du plan profond et du plan superficiel du plancher pelvien, et on montre à la patiente comment faire ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle essaie de fermer la béance elle-même. Une fois que c'est fermé avec ses doigts, elle contracte son muscle, elle enlève ses doigts et elle essaie de la retenir là. Alors, ça, c'est vraiment le truc pour la béance. Il y a d'autres techniques qu'on fait qu'on appelle hypopressive qui tirent tout de l'intérieur. Là, des fois, ça aide avec la béance. Qu'est-ce que ça fait, une béance vaginale? Est-ce que c'est grave? Non, mais une béance comme telle, si on n'a pas de symptômes, c'est pas grave. Alors, dans le fond, les symptômes qu'on va avoir avec une béance, c'est quelqu'un qui va prendre un bain et l'eau va rentrer dans le vagin. Donc, quand elle va se lever debout, elle est en train de s'essuyer. Hop, il y a de l'eau qui sort, puis elle pense qu'elle est incontinente, mais c'est vraiment juste l'eau du bain qui est rentrée dans le vagin. Ça, c'est aussi un problème pour les femmes qui vont faire la natation. Alors, des fois, elles vont finir de faire la natation, puis vont avoir de l'eau qui est rentrée dans le vagin. Ça, c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est on appelle ça des pets vaginales. Alors, étant donné que l'air rentre plus facilement dans le vagin, elle va sortir, puis il n'y a pas de sphincter comme au niveau de l'anus. Donc, on n'a pas un muscle qui peut vraiment mettre étanche le vagin. Donc, ces femmes-là, elles vont changer de position, puis oups, il y a de l'air qui va sortir. C'est ce qu'on appelle les bons vieux pets de noun. Ah, peut-être. Tu connaissais pas ce terme-là? Non, c'est pas une expression que je connaissais pas. Que je connaissais. Là, je le connais. Mais mis à part de ça, est-ce qu'il y a d'autres... il y a des femmes qui trouvent que c'est pas beau. Alors, ça, c'est quelque chose... C'est esthétique. Esthétique. Alors, ça dépend des personnes qui vont trouver que, bon, je suis pas comme j'étais avant. Alors, ça, c'est pas nécessairement grave si le partenaire, des fois, va même pas regarder. Alors, ou pas s'en rendre compte. Là. Oui, pas s'en rendre compte, exactement. Donc, des fois, juste parce qu'on s'est regardé puis on n'est pas pareil, alors des fois, on pense que c'est pire que c'est. Alors, des fois, juste une discussion franche avec le partenaire, ça peut être quelque chose qui peut aider. Mais c'est pas dangereux. Il y a pas plus d'infections vaginales ou urinaires avec une béance, à ma connaissance, en tout cas, sur les recherches. Mais parce qu'il y a une proximité, là. Je veux dire, dans les traitements, c'est pas juste installe-toi là puis serre, là. Je pense que des fois, vous allez vraiment faire des touchés. Oh oui, absolument. Nous faisons, pour évaluer le plancher pelvien, nous faisons toucher dans le vagin, comme chez le gynécologue, mais encore plus longtemps parce qu'on touche différents aspects du muscle, on regarde beaucoup. Et on fait une toucher anale aussi. Parce que s'il y a une déchirure anale, s'il y a des constipations, s'il y a des prolapsus, on n'a pas parlé du prolapsus. Ça, c'est quoi un prolapsus? C'est des descentes d'organes qu'on peut avoir. Alors... J'ai besoin que tu m'expliques c'est quoi une descente d'organes parce que je trouve que ça sonne dégueulasse. Mais c'est quelque chose qui peut être dans différents grades. On peut avoir une descente d'organes qui est très petite et on peut avoir des grandes descentes d'organes. Puis dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est que la plupart du temps, on parle qu'il y a quelque chose qui pousse dans la paroi du vagin qui fait que cette paroi-là pousse et ça peut faire comme une boule qui sort du vagin. Donc, admettons que vous avez une descente de vessie, OK, ou bien une cystocèle. C'est vraiment la vessie qui a perdu un peu son support. Donc, elle est en train de pendre vers le vagin parce que c'est la place où il y a un espace. Ça pend vers le vagin, ça déforme le mur du vagin, puis ça fait comme un genre de petite boule qui va sortir du vagin. Donc, il y a des patientes que le matin, elles sont en train de prendre la douche, puis ils se lavent, puis oups, ils découvrent une boule. Alors, ça, c'est vraiment épeurant si on ne sait pas c'est quoi. Des fois, les patientes vont venir au médecin dire « j'ai une tumeur dans ma vulve », mais dans le fond, c'est une descente de vessie. Comme tel, c'est pas dangereux, mais ça peut causer des problèmes comme, étant donné que la vessie n'est pas dans sa position parfaite, anatomique, elle se vide peut-être moins bien.
Alors ça peut causer des problèmes d'infection urinaire ou bien des problèmes qu'elle ne se vide pas. Ça peut aussi, si on est debout longtemps, cette sensation de descente va nous déranger au niveau de la vulve, puis on va avoir une sensation de pression, puis il faut qu'on se couche parce que sinon, la gravité, ça nous dérange. Alors ça, c'est les deux problèmes principaux. Ouais. Pour les relations, habituellement, une descente de vessie, c'est pas un problème parce que c'est mou. Alors, ça va déplacer lors des relations. Donc, habituellement, c'est dans l'effet de vider et la sensation de pression qu'on va avoir. Puis aussi, l'effet que la peau du paroi vaginal touche les culottes maintenant, ça peut frotter. Puis une irritation. Exactement. Alors, ça, c'est une descente de vessie. D'autres personnes peuvent avoir ce qu'on appelle une descente d'utérus. OK? C'est une hystérocèle ou bien une descente utérine. C'est que l'utérus a perdu son support en haut. Donc, elle est en train de descendre. Alors, au lieu d'être loin, dans le fond du vagin, elle devient plus proche à l'entrée. Puis, on peut avoir des patientes qui ont des utérus qui vont, comme on voit le col qui sort au niveau de la vulve. On peut avoir aussi une descente de rectum. Alors, il y a deux sortes. Il y en a une où est-ce que le rectum, le mur du rectum va pendre vers le vagin, puis ils vont voir une boule en arrière du vagin qui est un étirement au niveau du rectum. Puis on peut avoir des prolapsus rectales aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses aussi qu'on peut voir. Alors, descente d'intestin aussi. Et tout ça, c'est la raison principale, c'est un manque de support et trop de pression intra-abdominale. Donc, quelqu'un qui lève des poids lourds, quelqu'un qui est constipé, quelqu'un qui accouche. Alors, toutes ces choses-là, c'est qu'est-ce qui nous prédispose pour avoir vraiment des descentes d'organes. Puis aussi, une certaine portion, c'est responsable par notre génétique aussi. Ah, OK. Ça, je savais pas. Mais, fait qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer, là. Oui. C'est hallucinant qu'il y a autant de problématiques puis autant de possibilités dans si peu d'espace. Oui, et je pense que c'est pour ça que les physiothérapeutes qui se lancent en santé pelvienne deviennent passionnés avec ça parce qu'on a tellement de choses à apprendre. Parce qu'en physiothérapie, on utilise souvent le musculo-squelettique, dont les os et les muscles. Alors, c'est sûr que ici, au niveau de santé pelvienne, c'est où est-ce que le musculo-squelettique rencontre les viscères. Donc, faut qu'on apprenne sur les problèmes urinaires, sexuels, anorectales, et il faut qu'on prenne en considération le musculo-squelettique. Puis aussi, comme vous avez mentionné, juste le lien avec la patiente, c'est très important aussi, de la comprendre, d'être empathique et alors, il y a tellement de choses. Puis aussi, si on a du succès, moi, des fois, je vois des femmes qui sont pas capables d'avoir des relations parce qu'ils ont trop mal. Puis là, je vois 9 mois plus tard un petit bébé qui arrive dans mon bureau. Alors, il y a beaucoup de récompenses comme ça. Les femmes qui pouvaient pas, qui ont arrêté de courir, qui maintenant peuvent reprendre leur sport. Alors, c'est vraiment ça qui est vraiment encourageant. C'est gratifiant. Oui. Écoute, Claudia, j'ai une dernière question pour toi. J'aimerais remercier un partenaire de J'ai fait un humain, et ça, c'est Dose. Dose, c'est une compagnie québécoise qui vous propose des shots pressés à froid. En fait, ça vous donne un kick sans la caféine. Ils ont plein de sortes, dont gingembre et curcuma extra fort et le tout nouveau gingembre et miel. Dose, c'est en vente partout dans les grandes surfaces, mais vous pouvez aussi commander en ligne sur le dosejuice.com, et si vous utilisez J'ai fait un humain 20, ben vous allez avoir un rabais. Une grande question, là, une énorme question, mais pas de pression derrière. Non, mais en fait, à la lumière là, de tout ce que tu nous as dit, qu'est-ce que tu aimerais que les femmes sachent absolument? Ah, OK. Je pense que c'est important qu'elles sachent que le plancher pelvien, OK, c'est une partie de leur corps, un muscle comme un autre, et on peut apprendre comment l'utiliser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer notre santé pelvienne. Puis ça va faire un impact sur le reste de notre vie aussi. Alors, on voit qu'une femme qui a un problème d'incontinence urinaire, et quand elle règle ça, elle va devenir plus sociale, elle va devenir plus heureuse, elle va s'habiller différemment. Alors, on voit que vraiment, il y a beaucoup de choses que les femmes sont capables de faire. Et une autre chose, je pense très important, c'est de vraiment avoir confiance dans elles-mêmes, de vraiment parler avec leur médecin. Si ils ont un problème d'incontinence, puis ils ont mentionné ça à leur médecin 2 ou 3 fois, puis ils ont dit, bon, c'est le prix que vous allez payer pour avoir un bébé, acceptez pas de ces questions-là. C'est vous, c'est votre corps et vous êtes importante. Et je pense que c'est important que avec n'importe quel membre de professionnel de la santé que vous parlez, vous avez le droit d'avoir des réponses. Alors, et si vous n'en avez pas, cherchez.
Ben, Claudia, merci vraiment beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir et merci de m'avoir invitée.